Et j'aimerais d'abord vous faire le déroulé et après nous allons évoluer. Alors, nous allons d'abord dérouler ou commencer la cérémonie avec l'hymne national. Juste après, nous allons présenter les intervenants de cet après-midi. Et après, nous aurons le mot de circonstance par le modérateur. Et après, nous aurons juste une brève bibliographie du président Mokia par Joe Mayele, de Génération Mokia, par le coordonnateur Gilbert Eka. Et après, nous aurons l'exposé de la thématique avec les différents invités. Et je vais directement inviter M. Joe Mayele. Lui, en ce moment-ci, il va nous donner une brève bibliographie du président Mokia. Et après lui, justement, il y aura le coordonnateur Gilbert Ekamposi qui va passer pour nous donner aussi la bibliographie de Génération Mokia. Alors nous allons commencer avec Joe Mayele, si il peut... Mesdames et messieurs, chers cadres et membres du MDECO, distingués invités dans vos qualités respectives, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons vous présenter d'une manière brève, explicite, qui est M. Gabriel Mokia. M. Gabriel Mokia est un patrimoine. M. Gabriel Mokia est un homme qui a une vie dualiste, est un homme qui a navigué dans l'économie comme dans la politique. Aujourd'hui, il faudrait que les générations futures puissent connaître qui est M. Gabriel Mokia. Alors, nous allons faire une petite biographie qui est un condensé. Certes que c'est un monsieur qui a beaucoup vécu. Nous ne pourrons pas résumer sa vie dans 2, 3 ou 4 mots, mais nous allons faire un effort pour faire un condensé. Alors, M. Gabriel Mokia est né à Bumba en 1956. Très vite, il va fuir une crise sécuritaire qui était au pays, dans le village de Yamaolé. Après cette crise, 64-65, M. Gabriel Mokia va quitter pour venir ici à Kinshasa, où il va faire son cursus primaire, secondaire, humanitaire et universitaire. Après ce cursus, M. Gabriel Mokia se retrouva seul ici à Kinshasa. Alors, comme tout autre garçon, il devrait faire un effort pour se construire une vie, pour réussir sa vie. C'est en 1977 qu'il va commencer à investir. Alors, il commence à investir en étant d'abord commissionnaire du café, du caoutchouc et du thé. C'est ainsi qu'il commence. Alors, avec ses coûts très vite et ses qualités managériales et de gestion, très vite il va faire des exploits, il va avancer, il va créer des entreprises, il va même naviguer dans la presse écrite. Nous avançons rapidement dans les années. Lorsque nous avons eu pillage dans l'antenne 92, M. Gabriel Mokia resta stable parce qu'il avait les qualités d'un bon manager et d'un bon gestionnaire. On avance. 1997 arrive, le pouvoir change. C'est le régime de l'AFDEL qui arrive. Lorsque c'est le régime de l'AFDEL qui arrive, on demanda à M. Gabriel Mokia de pouvoir travailler avec le régime de l'AFDEL. Alors, M. Gabriel Mokia, élève idéologique de Tien Tshisekedi Wamulumba, refusa de travailler avec le régime de l'AFDEL parce que son maître, en 1999, fit rétrograder Akabe Akambang. C'est comme ça que débuta le marathon d'emprisonnement de M. Gabriel Mokia. Nous arrivons en l'an 2002, le dialogue intercongolais avec les premiers rounds Santiti et les deuxièmes rounds à Pretoria, accord global inclusif. L'ex-président du Botswana, Ketumile Masire, va vers M. Gabriel Mokia, a voulu que M. Gabriel Mokia puisse faire partie du dialogue intercongolais.
Mais M. Gabriel Mokia, par ses convictions politiques, refusa parce qu'il disait cette année-là qu'il ne pouvait pas rester là où étaient les rebelles, où il ne pouvait pas partir là où il y avait les rebelles. Alors, cet acte de sabotage pour le régime qui devait être en place, les 1+4, était encore un acte d'hostilité qui, dans les années à venir, donna encore plusieurs emprisonnements à M. Gabriel Mokia. 2003, 2004, 2005, M. Gabriel Mokia fut emprisonné pour ses convictions politiques. Alors, lorsque 2006 fut une année électorale, M. Gabriel Mokia sorti de la prison, il postula étant que candidat. En 2006, le premier tour, nous avons eu le système électoral à 2 tours présidentiels. Il y a eu 32 candidats. Sur les 32, il n'y a que 2 candidats qui étaient retenus et il a fallu coaliser. Je vais donner une nuance. M. Gabriel Mokia n'alla pas vers, mais on viendra vers M. Gabriel Mokia pour essayer de former la coalition tout autour de Jean-Pierre Bemba. Alors, nous connaissons tous l'histoire. Malheureusement, c'est M. Kabila qui remporta les élections. Alors, comme le régime n'avait pas changé, il y avait encore cette idée contre M. Gabriel Mokia. Alors, les marathons d'emprisonnement continuent. 2008 arrive, il y a la rébellion à l'est du CNDP avec Laurent Kunda. Alors, M. Gabriel Mokia, depuis sa cellule de prison, il fut une déclaration contre cette rébellion. Cette déclaration fut encore un élément qui prolongea ses séjours en prison. C'est pourquoi lorsque nous arrivâmes en 2011, M. Gabriel Mokia fut encore emprisonné. Mais comme étant un leader politique, par ses convictions et par ses actions, il ordonna à sa base de pouvoir voter son maître idéologique qui fut Étienne plutôt Tshisekedi. Alors, nous avançons. 2014 arrive, il y a les concertations nationales. M. Gabriel Mokia était à l'extérieur. Il était plus emprisonné. Mais ces gens-là, c'était juste les mêmes régimes. Ils approchaient encore M. Gabriel Mokia pour que M. Gabriel Mokia puisse participer aux concertations nationales. Mais M. Gabriel Mokia dit niet. Alors, c'était encore une donne contre lui. 2015 arrive, une année préélectorale. M. Gabriel Mokia et les grands noms de ces pays, comme le Ngankoy, le Martin Fayulu, formant ce qu'on appelle la dynamique de l'opposition pour lutter contre l'inconstitutionnalité. Alors, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. 2016 arrive, c'était pratiquement impossible, techniquement et financièrement, d'organiser les élections. Alors, en 2016, M. Gabriel Mokia, politiquement, plusieurs ne le savent pas, mais il va jouer un très grand rôle. Il fut le géniteur et le consultant par excellence du dialogue de la cité de Loya. Avec les échanges que nous avions eu à avoir avec lui, il nous dit que c'est par lui, M. Vital Kamerhe était le chef des filles de l'opposition. Alors, par ses convictions politiques encore, refusa de tremper ses mains. Parce que ces gens-là, pour lui, c'était entre guillemets des rebelles, des gens qui mal géraient le pays et ils ne pouvaient pas gérer avec eux. Alors, nous connaissons tous que la cité de Loya avait un mal, c'est dialogue, manque d'inclusivité. Alors il a fallu coaliser avec ceux qui étaient à l'extérieur, comme l'IDPS et Mme F. Gazaïba et les autres. Alors, on coalisa, M. Gabriel Mokia joue encore un rôle très important comme consultant, comme géniteur, mais dans cette fois-là, comme un bon politique, il avait déjà vu le mal de l'homme. Il disait qu'il ne va pas participer aux assises du dialogue de la Saint-Sylvestre. Le 31 décembre 2016 fut signé cet accord. Alors, 2 mois après, toute la République avait connu un malheur. Son maître idéologique
Etienne Tshisekedi Lumumba était plus vivant. Alors, M. Gabriel Mokia n'avait plus d'autre choix de faire un chemin seul. C'est pourquoi vous avez vu, il n'a ni pacté avec les rassemblements L Olengankoy, ni pacté avec les rassemblements L. L'actuel président Félix Antoine Tshisekedi et Pierre Numbi Personnel, il a voulu aller en sollicitude comme un homme constant et rempli des valeurs. En 2018, il y a les élections présidentielles. M. Gabriel Mokia postule. Et lorsqu'il postule, malheureusement, nous fûmes le système électoral à un seul tour. Alors c'était M. Félix Antoine Tshisekedi qui gagnait les élections. Par conviction politique, par mérite et par souvenir de son maître idéologique qui fut Etienne Tshisekedi, M. Gabriel Mokia dit, maintenant, je peux me ranger derrière les fils de mon maître idéologique qui est Etienne Tshisekedi. Parce que maintenant, pour lui, ce sont les dignes fils, c'est un digne fils du pays qui hérite d'un combat de multiples années. C'est pourquoi vous aviez vu M. Gabriel Mokia amité maintenant vers l'opposition. Alors M. Gabriel Mokia a aussi une perspective d'avenir. Pour lui, il nous a dit qu'il faudrait pour lui une politique réformiste dans l'agroalimentaire. Il faudrait pour lui une politique réformiste dans l'économie, une politique réformiste dans les domaines sécuritaires. J'espère que nous tous nous connaissons ici les sorties un peu spontanées et catégoriques de M. Gabriel Mokia concernant les domaines sécuritaires. En gros, en résumé, je vous ai donné une petite ébauche de la vie dualiste de cet canton qui a quitté des Bumba avec 0 francs et aujourd'hui il est le père de plusieurs politiques dont M. Joe Maïle fait partie. Donc nous tous, cadres et membres, nous faisons partie. Donc c'est par ces mots que je résume. Mais alors, les résumés n'est pas, dirais-je, en grosso modo, la vie de M. Gabriel. Il a tellement fait de choses, mais en ce jour, nous avons voulu, en 4-5 phrases, dire qui est Gabriel Mokia. Un opérateur économique, c'est très rare de voir un homme venir avec ses biens en politique et être bien propre. Il nous a dit qu'un seul politicien congolais puisse lever la main si j'ai eu à avoir 1 franc ou 2 francs de lui. C'est ça le discours de M. Gabriel Mokia jusqu'en ce jour. Je pense que pour nous, la jeunesse, pour les générations futures, nous devons enseigner Gabriel Mokia à nos enfants. J'ai dit et je vous remercie. Présentation de M. Gabriel Mokia, qui est le président national, n'est-ce pas, de BMDECO, faite par M. Joe Maïle. À présent, nous allons donner aussi, n'est-ce pas, la parole à M. Gilbert Ekamposi, lui le coordonnateur de la génération Mokia. Alors, en quelques lignes aussi, il va donner, n'est-ce pas, une brève bibliographie de cette structure. Génération Mokia. Génération Mokia est une série d'accompagnement, de promotion des actions et des activités, ainsi que du président national. Elle a pour but de redéfinir le mécanisme de vulgarisation pour asseoir le parti dans les transferts des camps. Elle permet aussi de vendre autrement notre leader politique, qui est M. Gabriel Mokia. Cette structure a pour fondement originel les bases légales du parti, dont l'une est statutaire et l'autre est réglementaire. Articles 35 et 3. État une structure faisant partie intégrante du MDECO, Génération Mokia a son autonomie de gestion dépendant du président du parti directement. Comme toute structure sociétale, Génération Mokia s'est aussi assigné une
litanie des objectifs majeurs à accomplir. Donc voici les résumés. La promotion du parti MDECO par les nouvelles politiques communicationnelles, organisation des objectifs, organisation des journées de réflexion, conférences débat, café politique, la vulgarisation des actions du MDECO, les partages idéologiques, présentation des qualités managériales du président Gabriel Mokia, instauration des journées populaires d'animation. Je dis et je vous remercie. Rapidement passer aux intervenants. Voilà, nous allons d'abord vous présenter les intervenants, ceux qui vont intervenir le long de cette conférence. Alors nous avons ici dans cette salle Madame Denise Villa. Elle est cadre du MLC, n'est-ce pas, que nous commençons, parti cher Monsieur Jean-Pierre Bemba. Elle est vice-présidente nationale de la Ligue des femmes. Elle est présidente de l'ONG Femmes et Bonne Gouvernance. Elle est membre de la dynamique des femmes d'INAFEC en cycle et entrepreneur. Alors nous allons l'accueillir avec vos acclamations. De 2006 à 2011, pendant la période de 5 ans, il s'est fait que j'ai eu à donner quelques définitions par rapport au concept. Les concepts processus, c'est quoi? Démocratie, c'est quoi? RDC, c'est quoi? Les processus démocratiques, c'est quoi? Et enfin, j'ai pu développer le processus démocratique en RD Congo. Je commençais par définir les mots processus, qui est une suite d'actions conduisant à un but défini, ou c'est un changement progressif ou par phase. Le deuxième concept, c'est démocratique, qui est relatif à la démocratie et à ses principes. RD Congo, on sait tous, c'est notre pays, la République démocratique du Congo, qui est un pays africain. Et le processus démocratique, c'est un système politique dans lequel la souveraineté est attribuée aux citoyens qui l'exercent de façon directe. Les processus démocratiques en RD Congo de 2006 à 2011, s'il faut le dire, je crois qu'on est tous congolais, à moins que vous soyez Banyamulenge. Nous connaissons l'histoire de notre pays et après la signature des accords, plusieurs accords de Santiki, Nairobi et consorts, nous nous sommes convenus qu'on ait aux élections, que la RD Congo puisse organiser les élections démocratiques en 2006. Vous le savez, puis après les élections, c'est M. Kabila qui avait remporté les élections en 2006. Malheureusement, après sa victoire, on pensait croire qu'après, on aurait quand même instauré la démocratie dans notre pays pendant cette période. Malheureusement, c'était la pire dictature qui avait été instaurée dans notre pays. La pire dictature, pourquoi? Vous le savez vous-même. Je n'entrerai pas dans la vie de notre ancien président qui dirigeait pendant cette période, mais il y a eu à boire et à manger. Nos politiques, la jeunesse et les femmes ont vraiment souffert pendant cette période. Vous le savez tous. Il y a eu des arrestations, des défenseurs des droits de l'homme, il y a eu des arrestations arbitraires de nos politiciens, je crois que vous le savez. Il y a eu l'arrestation même de mon président. Excusez-moi parce que je suis du MLC. Je crois que vous savez tous, même Bemba a été arrêté par la CPI, où les commanditaires étaient parmi les gens du pouvoir de cette époque, hein, de 2006 à 2011. Il y a eu les arrestations arbitraires, des détentions au secret, des disparitions forcées de plusieurs hommes, des jeunes, des femmes, qui étaient même portés disparus jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu l'arrestation et torture, des traitements cruels, entre autres du président Gabriel Mokia. Je crois que vous avez suivi M. Maël Adi. Il a été l'objet de plusieurs arrestations suite à son franc-parler. Donc à l'époque, on ne devait pas parler. Si vous osez critiquer, vous osez parler en mal du gouvernement, directement on vous arrête. Si vous avez la chance de sortir, vous sortez. Comme le président Gabriel Mokia qui avait fait un nom à l'époque, vous le savez, c'est vraiment un grand homme. Lui au moins, la communauté internationale suivait. Mais les gens qui n'étaient pas très connus ont perdu leur vue à cause de leur franchise, à cause de leur franc-parler.
Il y a eu les arrestations de M. Diom Ndongala, je crois, vous savez, qui étaient humiliés. M. Franck Diom, pour ne citer que quelques têtes de nos politiques en RD Congo. Donc, s'il faut faire une analyse ou une synthèse pendant 5 minutes, je dirais que la période de 2006 à 2011, c'était vraiment une période où les Congolais ont vraiment souffert. Je me demande, est-ce que nous sommes un État démocratique ou nous sommes un État dictatorial? Ça, je l'ai dit jusqu'aujourd'hui. Donc, si nous sommes vraiment un État démocratique, en tout cas, nous allons demander à nos dirigeants ou à la jeunesse que vous êtes, que cette fois-ci au moins, comme nous avons notre fils du pays, M. Félix Tshisekedi, même si j'ai violé la période, parce que vous m'avez donné seulement de 2006 à 2011, mais nous avons confiance à notre fils du pays que la démocratie finira par entrer dans notre pays. Parce que jusque-là, nous ne sommes pas un État démocratique. Donc, en gros, ce que je voulais dire pendant la période de 5 ans, c'est ça. Donc, pour le reste, il a été prévu qu'une personne devait intervenir pour ce temps. Malheureusement, avec les embouteillages et tout ce qu'il a eu à faire, il nous a écrit, il est en train de s'excuser. Donc, nous allons intervenir d'une manière réelle et puis céder à M. Diana aussi qui va intervenir dans cet angle-là. Et puis, c'est de 2011 à nos jours. Parce que madame... oui. Alors, de 2011 à nos jours. De 2011 à nos jours, nous avons connu dans la sphère politique des hommes d'État. De 2011 à nos jours, nous avons connu une transition. De 2011 à nos jours, nous avons connu une maturité. Cette maturité a été due par rapport aux différentes expériences antérieures. Je vais employer une approche médicale. Ici, je prends la démocratie comme un être humain. Alors, pour qu'un être humain puisse vivre, il faudrait que les indicateurs y soient. Ces indicateurs, on appelle ça des signes vitaux. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici. Or, sans signes vitaux, ça signifie que la personne n'est pas vivante. Alors, précédemment, depuis 2006, le 2 février 2006, il y a eu une constitution qui a été promulguée. La constitution, dans la sphère scientifique, elle est théorique, mais dans la sphère populiste, elle doit être pratique. Nous sommes restés plutôt dans la sphère théorique. 2011 jusqu'en 2018. Pourquoi dans la sphère théorique? Parce que je rentre en arrière dans mon approche médicale, les signes vitaux démocratiques n'ont pas été démontrés. Quand je parle des signes vitaux ici, je suis en train de voir les indicateurs démocratiques. Vous savez, lorsqu'on parle des indicateurs démocratiques aujourd'hui, si vous lisez l'article 68, vous allez voir, cet article illustre une stratification institutionnelle. Alors, la stratification institutionnelle nous permet de faire recours à une théorie, la théorie de Charles de Montesquieu, qui dit le pouvoir arrête le pouvoir, il doit avoir séparation du pouvoir. Alors, la séparation du pouvoir ne s'arrête pas dans les théories, mais la séparation du pouvoir doit être pratique. Alors, nous avons eu une sorte de magister dixit, le maître a dit. Alors, dans cette période-là, la séparation du pouvoir n'a pas été effective. Parce que lorsqu'on dit le président de la République est visionnaire, alors les institutions qui suivent doivent l'accompagner pour matérialiser sa vision. Mais c'était un peu une sorte d'oligarchie. En sciences politiques, moi je vais appeler ça une sorte d'oligarchie. Pourquoi? Parce que nous avions vu une certaine classe politique caporaliser le pouvoir politique et puis les gérer. Nous avons entendu, nous et vous, pour travailler dans les institutions, il fallait la dose ethnique. Cette dose ethnique qui était soignée, je ne vais pas plutôt engendrer un conflit tribal ou ethnique ici, mais à un moment, lorsqu'il faudrait être factuel, il faudrait dire des choses au vrai. Nous l'avions vu ici. Alors notre démocratie a été marginalisée. Les indicateurs, les signes vitaux de la démocratie
n'ont pas été là-bas. Je suis étudiant, c'est pour la première fois que je vois qu'on puisse tuer des étudiants dans les sites universitaires. Je suis étudiant. Je pense qu'ici, lorsque nous aussi nous fûmes étudiants, il y a certaines personnes qui aussi étaient étudiants avec nous. C'est la première fois. Les sites universitaires, c'est un site qui est inviolable. Il n'y a que les scientifiques qui réfléchissent, qui vont pour réfléchir. Mais pour la première fois, on a tué des étudiants. Ce sont des indicateurs. Alors, ce qui m'a plus stické, c'est la dose liberté d'expression. En 2016, lorsqu'on signe l'accord de la Saint-Sylvestre, si vous lisez le point 3, vous allez voir, on demande qu'on puisse réouvrir les chaînes à tendance de l'opposition. Pourquoi? Parce que ces chaînes-là, antérieurement, ont été fermées parce qu'ils avaient une tendance contraire au pouvoir en place. Alors, dans un régime démocratique, on dirait que les régimes n'admettent pas les critiques. C'est une fausseté, c'est marcher contre les principes démocratiques. Nous avons une dame qui est du MLC, elles ont souffert de ça avec CCTV et Canal qui ont été réouverts par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre. Je vous informe, ceux qui les savent, peut-être, ils ont cette connaissance et qu'ils les savent, peuvent lire le point 3 de l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors, dans cette sphère-là, c'est important. Il a fallu que la démocratie respire. Comme un être humain, la démocratie devrait respirer par des indicateurs. Il y a des motions, il y a des marches pacifiques, il y a des grèves. Certaines personnes vont me dire, la grève c'est quelque chose de négatif. Non, la grève c'est un indicateur qui démontre que la démocratie respire. Alors, c'est dans cette sphère-là que je vais intervenir. Pour ne pas monopoliser la parole, n'ayant pas de monopole de la connaissance scientifique, je vais céder la parole à M. Mike Diana, parce que la personne qui devrait intervenir n'a pas pu intervenir en 2011-2018 pour qu'on puisse passer aux échéances de questions et de remarques. Voilà, vous avez... Tout le monde, bonjour. Je commence par m'excuser. J'ai des raisons professionnelles, je n'ai pas pu être là. On est avocat, donc j'avais des procédures à la cour d'appel qui m'ont empêché d'être là à l'heure. Vraiment, je m'en excuse. Autant le cadre est bon, j'aurais vraiment voulu qu'on échange. C'est toujours important. Bon, en termes de mots, il est vrai que j'avais vraiment les soucis là d'échanger sur la thématique, mais plus tenant compte du temps, j'ai quand même voulu placer un mot d'encouragement. On a toujours remarqué que les jeunes que nous sommes ne s'intéressent pas à la politique. On est là que pour aller répondre quelquefois aux appels des politiciens véreux, que moi, chez moi, là-bas, la génération Congo Nouveau, je qualifie leur parti politique d'entreprise politique privée. Donc quelqu'un qui a un peu d'argent, il investit, au lieu de faire une boutique, il investit en créant un parti politique Mallette. Mallette, c'est encore bien parce que Mallette, c'est peut-être, je suis président de la génération Congo Nouveau, c'est une ASBL à caractère politique. Nous avons le bureau à Matongé, donc non loin du stade, on est vraiment voisin au stade Tata Raphaël. Il y a dehors là, c'est bien écrit, il y a même mon effigie dehors. Ce que je peux dire en termes de motivation, c'est que tout ce que les intervenants ont eu à dire ici, je n'ai pas vraiment suivi grand chose, mais pour le peu que j'ai pu auditionner, c'est que les choses ne pourront pas changer tant que nous-mêmes nous n'allons pas nous décider de se prendre en charge. Vous avez vu certainement comme moi, en France, un Français discuter avec le président Macron. Il dit, tu es les médiocres des présidents. Depuis que la France existe, on n'a jamais eu un médiocre comme toi. Il dit comme ça au président. Ce courage-là, ici chez nous, si tu essayes, dans les 2 secondes qui suivent, tu es un homme mort. Alors, c'est vers des pays comme ça que la démocratie existe réellement. Chez nous, ça n'existe pas. Depuis que l'histoire du Congo existe, depuis l'indépendance, on n'a jamais, alors jamais, joui de notre souveraineté. Tout ce qui se passe ici, c'est la volonté des étrangers. Et à cause de notre négligence, à cause de notre laxisme, excusez-moi, on est aujourd'hui envahi, infiltré
même au niveau des partis politiques. Je sais qu'il y a plusieurs sensibilités ici. Je ne vais pas citer les noms des gens, c'est un débat impersonnel. Mais en tant qu'intellectuel, vous pouvez facilement savoir que tel n'est pas congolais, mais il s'accroche parce qu'il voit qu'ici, il y a des diamants, il y a des minéraux, ainsi de suite. Et à cause de la famine, nous avons accepté de vendre notre dignité. Donc vous allez voir un Congolais qui chante à la gloire d'un homme. Chez moi, la génération Congo Nouveau, quand j'avais commencé, il y avait des ASBL qui venaient adhérer, parce qu'on s'est érigé en méga plateforme où nous recevons les adhésions des individus, des particuliers, tout comme des ASBL, ainsi de suite. Alors, au début, là, on avait des ASBL qui venaient, associations, les amis des pas d'essence. Je peux comprendre qu'on parle Lumumba, parti lumumbiste, parce que Lumumba ne vit plus. Quand tu adules son nom, tu cites son nom, voulais-je dire, tu n'adules pas la personne Lumumba, parce qu'elle ne vit plus en tant que personne physique, pour qu'on dise que non, il est en train de les flatter pour avoir un peu d'argent. Donc c'est devenu une idéologie. Donc quand tu parles Lumumba, tu vois les valeurs. Lumumba a incarné le courage. Ce courage-là qui nous a aujourd'hui donné l'indépendance. Quoi qu'elle est encore administrative, il faut qu'on devienne indépendant politiquement, sur le plan culturel, ainsi de suite, sur le plan économique. Nous sommes totalement dépendants de l'extérieur. Alors, la jeunesse doit s'approprier la situation politique de notre pays. Nous ne pouvons pas dire aux vieux qui ont déjà eu à œuvrer, là je parle de vieux qui sont des véreux, je ne parle pas des gens, des présidents comme Gabriel Moké et tout ça, parce qu'il n'a jamais géré, il a ses mains propres. Là je parle de tous ceux-là qui ont eu à gérer, qui ont déjà montré leurs limites. On a vu que toutes les recettes qu'ils ont eu à proposer n'ont pas changé les choses dans ces pays. Le président Kabila lui-même disait, si je pouvais avoir même 15 personnes pour travailler, ces pays changeraient. Tous ces gens ne travaillent que pour l'argent, pour les intérêts personnels. Ils sont millionnaires, milliardaires. Or, notre pays, dans le 2 millions et quelques kilomètres carrés que nous avons des superficies, nous avons 80 millions de terres arables. Donc, c'est-à-dire là où je peux venir faire de l'agriculture et que ça puisse bien marcher. Alors, les gens, au lieu d'aller dans l'agriculture, travailler pour produire des choses qui feront que nous ne serons plus dépendants même des pommes ici, des pommes vertes, des pommes rouges. Nous dépendons de ce qui vient de l'Afrique du Sud. On vous envoie des pommes faites déjà il y a quelques années, quelques mois, avec des produits de conservation. Tu viens, tu manges, c'est pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs problèmes de cancer, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous ne mangeons pas bio, nous mangeons des choses qui viennent de partout. Alors si les gens pouvaient être sérieux dans ces pays, si on pouvait avoir une constitution propre à nous, adaptée à nos réalités de la RDC, je ne pense pas qu'on aurait des problèmes. Pourquoi? Parce que pour ce qui est de nous, par exemple, moi je dis, le pays est grand, c'est mieux de mettre des conditions. Tu veux avoir un parti politique, d'abord montre-nous les maisons que tu as dans les 26 provinces. Pas des maisons de location, des maisons à louer, parce que pour faire la politique, il faut avoir des moyens. Sinon, tu viens pour la supercherie, tu viens escroquer l'État, tu viens escroquer la population. Montre-nous 300 hectares, 500 hectares de terres arables que tu as prévues pour cultiver les champs. Ça va faire diminuer le chômage au pays. Les jeunes n'auront pas à se plaindre. Vos militants qui sont dans votre parti n'auront pas à se plaindre. Alors, montre-nous ces terres arabes que tu as, pour déjà montrer que non, quand je serai aux affaires, je ferai mieux. Voilà que je ne suis pas encore aux affaires, mais j'ai ça. Les églises, il y en a partout. Les pasteurs, s'il y en a ici, je suis désolé, je parle des pasteurs qui n'ont pas des églises pour raison de faim. Mais il y a des appelés qui ont des églises, là il n'y a pas à discuter. Mais il y en a par contre d'autres qui ont créé des églises par manque d'emploi. Et ces pasteurs-là, vous n'avez qu'à suivre. Non loin de là où j'habite, il y a un pasteur qui prêche du lundi au dimanche. Je n'ai pas autre chose à dire. Je suis convaincu qu'il a des fétiches et il envoûte ces gens-là. Parce que quand je vous dis, qu'est-ce qu'on peut faire depuis lundi jusqu'à dimanche, on ne se fatigue pas. Et là, dans l'église, là, il y a aussi une école primaire où les élèves étudient pendant que les micros sont en train de parler, l'église en même temps. Ouais, c'est des ordres là. Donc on a les dirigeants depuis 60,
Donc après les départs, l'assassinat de la clique Lumumba, les dirigeants se sont arrangés pour entretenir tous les désordres que nous voyons ici, parce que ça leur permet de faire l'air dada. Pendant qu'on est dans la distraction, aller là-bas faire ceci, non, les pasteurs, moyennant un peu de motivation, ils donnent des enseignements orientés pour empêcher aux gens de réclamer leurs revendications. Alors que tout est clair, la constitution là même si elle n'est pas adaptée à nos réalités, mais là-dedans on prévoit quelques droits, notamment l'accès à l'eau et à l'électricité. C'est un droit constitutionnel. Mais on ne jouit pas de ça, on dort, on se réveille, on trouve ça normal. Donc quand tu es en ville, tu verras des gens dans des poches de veste avec des chargeurs. Partout ils voient une brise, les gens se précipitent même, ils doivent brancher. C'est une situation infernale qu'on doit refuser. Je pense que pour aujourd'hui, vraiment, je regrette beaucoup, on aurait dû... Oui, c'est bien, moi c'est M. Gustave Lohanga, de la Révolution mentale. Madame, j'ai aimé les tout premiers mots de votre péroraison. Lorsque vous nous saluez, commençons par particulariser les femmes. Je hais tous ceux qui sont pour la parité. Je suis pour la compétence. Donc pour ça, vous n'avez pas de raison. Madame, lorsque vous parlez de démocratie, et quand on est de l'MLC, c'est ce qu'on appelle en français auto-contradiction. Puisque un parti qui a tenu des armes pour faire une rébellion n'a pas de raison à donner à un parti démocratique. Et donc quand le MLC a tenu des armes pour conquérir le pouvoir dans la rébellion, je crois qu'il y avait des morts civils. Et vous tenez un discours démocratique accusant le régime antérieur de vous mener une vie dure. Pourtant, au pouvoir actuellement, vous avez un portefeuille, la justice, que M. Tshilombo a décrié le comportement des juges qui rendent des décisions du hasard de mon retenu parmi votre président de la République. Alors madame, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le MLC a apporté un plus au régime démocratique ou bien le MLC a imité son comportement de rébellion militaire au gouvernement de M. Tshilombo? Merci beaucoup. Vous parlez de la démocratie en période de 2006 à 2011. Nous avons parlé par rapport à la gestion du gouvernement. Comment est-ce que les gens qui avaient le pouvoir ont géré? Le MLC n'a jamais géré. C'est vrai, on était dans le schéma 1+4, mais ce n'est pas le MLC qui était à la tête. Oui, on était des belligérants et le MLC aussi, même n'était pas seul. Il y avait plusieurs belligérants, entre Temboussa Niamoussi, il y avait Olenganko, il y avait plusieurs belligérants. Après la signature, nous parlons de la période de 2006 à 2011. Est-ce qu'il y a une démocratie dans notre pays ou non? Il ne faut pas chercher à tergiverser, monsieur. Donc, non, pose-moi la question par rapport au contexte de la période. De 2006 à 2011. Moi, je ne suis pas sorti dans la période. Donc, allez par rapport à la période qui m'a été donnée. Oui, vous avez parlé de 2006 à 2011. Vous avez qualifié d'ailleurs la gestion. À cette époque, c'était un moment dictatorial. Et pourtant, en 2006, c'est la première fois que la RDC a connu les organisations et l'organisation des élections. Donc ça fait partie vraiment des éléments piliers de la démocratie. Vous avez parlé que c'était un moment dictatorial, je ne sais pas. Vous avez évoqué les arrestations pour les politiques, Franck Diongo et les autres. Et pourtant, à cette époque, Jean-Pierre Mbemba a été aussi arrêté. Vous avez évoqué que parmi les gens qui ont fait que Jean-Pierre Mbemba soit arrêté, les acteurs politiques du régime passé étaient comme responsables. Parmi les commanditaires. Ouais, ouais. Non, je dis parmi les commanditaires. Voilà. Et pourtant, c'était une cause normalement qui devrait, il devrait répondre par rapport à ce qu'il avait fait comme crime, suite aux certains éléments qu'on avait eu contre. Et puis, ma question, par rapport à tout ce que le régime passé a eu à faire de 2006 à 2011, nous avons connu les élections, il y a eu quand même certaines choses. N'est-ce pas que c'était déjà, surtout, moi je suis plus vraiment dans l'organisation des élections, n'est-ce pas que c'était déjà un pas d'avance vers vraiment l'évolution plus de la démocratie?
Vous parlez plus de l'organisation des élections en 2006. Moi, je prends ma période de 5 ans, de 2006 à 2011. Comment la RDC s'est comportée? Je crois que c'est clair. Nous, si nous parlons de 2006, oui, nous savons qu'il y a une organisation des élections. Mais ce n'était pas grâce à l'effort de M. Kabila. C'était grâce à l'effort des belligérants et de la communauté internationale qui avait insisté à ce qu'il y ait une organisation des élections. Ça, en tout cas, on applaudit. On n'a pas dit les contraires par rapport à cette organisation des élections. On n'a pas aussi contredit la victoire de Joseph Kabila. J'étais clair dans mes propos en disant que après les élections, c'est M. Kabila qui avait remporté les élections. Mais nous avons fustigé les comportements, leur façon de gérer pendant cette période. C'est ce que nous fustigeons en tant que Congolais. À moins que tu vives ailleurs, mais si tu vivais en RD Congo, nous avons vu les comportements des membres du gouvernement à cette période. Je crois, je ne suis pas contre le... Peut-être qu'il y a des gens de l'FCC parmi vous, hein, parce que la manière dont vous posez des questions, mais oui, la manière dont vous posez les questions, nous voyons tous, ou bien on voyait tous comment le gouvernement Kabila avait géré pendant cette période de 5 ans, de 2006 à 2011. Assis narrative. Alors j'aimerais savoir par rapport à ces précisions, lorsqu'il parlait de démocratie narrative, en lisant l'histoire politique de notre pays, pensez-vous vraiment qu'effectivement les politiques congolais ont raté les côtés narratifs alors que à chaque période de l'histoire de notre pays, nous parlions de dialogues, nous parlons des conciliabules, nous parlons des tables, et qu'il fallait toujours mettre les politiques ensemble pour discuter des questions éminemment nationales, et que lorsque vous parlez de l'histoire politique du Congo en oubliant les côtés narratifs, pensez-vous que les côtés dialogue avaient écarté le politique, l'intelligence du politique congolais ou comment? Je voulais un peu savoir à ces points de vue-là. Merci. Le journaliste pour m'avoir tendu à perche. Pour me présenter, je me nomme Hans Lima. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa. Donc, je peux être le plus jeune dans cette salle. Et on a parlé de la démocratie et j'aimerais me reposer sur Monsieur Mike. Il a parlé de l'intronisation de la démocratie dans notre pays. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui que nous sommes, nous pouvons retenir de cette démocratie. Elle a été présentée qualitativement ou quantitativement, la démocratie. D'accord. Vous avez quelle fait? Je comprends cette bipolarité du choix de quantitatif ou qualitatif, mais je pense que dans les questions de démocratie, si on va là-bas, on va se perdre. On ne peut pas évoquer la quantité dans les notions de la démocratie, on est d'accord. C'est une théorie, c'est un idéal qu'il faut atteindre. C'est-à-dire que tout dépend de comment on prend au sérieux, comment on adapte cette démocratie aux réalités d'un État et quelles sont les mesures prises pour finalement atteindre un objectif. C'est quoi l'objectif dans la démocratie? C'est comme je l'ai dit ici, c'est la promotion de masse. Faire en sorte qu'il y ait épanouissement de tout ordre. Je suis le président national de la Ligue des jeunes du mouvement des démocrates congolais MDECO. Là où vous êtes. Ma question s'adresse à M. Mike Diani. J'ai bien suivi vos allocutions concernant la démocratie. Alors, vous nous avez clairement démontré que ce sont les Occidentaux qui détournent la population congolaise, mais les dirigeants congolais, à leurs objectifs. Ce sont eux qui sont à la base de toutes les malfaites qui se font au Congo. Alors, parce que la majorité ce sont des jeunes, ma question se pose ici. Étant des jeunes congolais, que devons-nous faire pour détourner aussi les Occidentaux, pour que les Congolais soient libres, que la démocratie soit effective dans notre pays? Merci beaucoup. Merci beaucoup. 1 minute 30 secondes. Du président de la jeunesse va le rôle. Mais je serais très prétentieux si je pensais que j'ai la solution à ces problèmes. Mais j'ai quelques pistes de solutions qui me concernent. Par exemple... Un instant, s'il vous plaît. Seraient les
type de démocratie qui conviendrait à notre pays en tenant compte de la mentalité des Congolais et en donnant les perspectives d'avenir par rapport au type de démocratie que vous avez proposé. Et la dernière question, c'est de savoir, est-ce qu'on ne peut pas s'en passer de la démocratie? Il faut toujours adopter ce régime. Il n'y a pas d'autre régime que vous pouvez proposer. Merci. La démocratie est une démocratie séquentielle. Et lorsque les intervenants ont eu à avancer leurs arguments, vous avez vu qu'on a eu à diviser dans les temps. Et aujourd'hui, nous sommes dans une étape où, dans mon approche médicale, où nous sommes en train, petit à petit, de pouvoir intérioriser ou pouvoir vivre les indicateurs de la démocratie. Alors, ces indicateurs-là doivent être accompagnés avec les décisions des différentes autorités. Alors, il faudrait aussi savoir que la démocratie, c'est un concept importé. Nous sommes une société africaine, donc il y a aussi cette incompatibilité, je vais dire, sociologique. Alors, vu que nous sommes dans le type d'État moderne, nous sommes en train de faire avec, et petit à petit, nous pourrons gagner les paris à un modèle congolais. La démocratie à la congolaise. La France l'a fait, je l'ai dit tantôt, en éliminant le fait que lorsque le gouvernement est nommé, qu'il puisse aller se présenter devant les parlements pour être investi. Alors nous aussi, scientifiques politiques, nous pourrons se réunir comme l'a fait l'ANDECO aujourd'hui pour que nous puissions réfléchir sur ce qui concerne notre pays. Merci.